Get Busy, saison 2, épisode 2, et 2 et 2 font 4. 4 comme les 4 doigts de la main d'un mec qui a eu un accident. 4 comme le nombre de personnes ici présentes. Avec pour commencer le grand wizard, le MC des MC, l'homme des Hautes-Plaines, à moins que ce soit l'homme des Hauts-de-France. Cher, comment Bonjour. ça va, Cher? Très bien. Ça va bien? Très bien. Un jour, il a taillé une de ses fresques, puis il s'est traqué dans les rues pendant des jours, et quand il s'est retrouvé, il s'est réconcilié. Eros. Salut. Et puis un invité qu'on ne devrait pas présenter, mais on va le faire quand même, parce que quand Cher m'a dit que pour cette nouvelle émission, on allait recevoir Jean Gabin, j'étais hyper content, comme un gosse. Le clan des Siciliens, un Saint-Jean-d'Hiver, la traversée de Paris. Jean Gabin, c'est les films de mon enfance, et je me suis dit que ça allait être l'occasion unique de me faire dédicacer mes cassettes vidéo que j'avais enregistrées sur Antenne 2 et France 3. Ça, c'est bonheur. Quand Cher m'a dit à quel point il était consterné que je sois aussi con, j'ai compris que je faisais fausse route. Évidemment, on ne parlait pas du même Jean Gabin. Le Jean Gabin qu'on allait recevoir, ce n'était pas la légende du cinéma français, mais le plus gros traumatisme du rap français. Un milieu dans lequel il est entré par effraction au pied de biche, le temps de gazer tout le monde et de ressortir par la fenêtre. Notre gonze a sorti les dossiers comme un calibre dans une bijouterie, et tous les MC franchouillards en ont drissé dans leur falzar. Un vrai braco, ma gueule. Mais dans le fond, le rap et le hip-hop, notre gonze, ils s'en tamponnent le coquillard. Les rimes, trop longs, trop compliqués. Notre gonze, c'est un gouailleur, pas un rappeur. En tout cas, à partir de là, le Jeannot, on a commencé à voir sa trogne partout. Il est allé de foutre des coups de savate dans les lourdes de la téloche, du cinoche. On l'a vu faire de la muscu avec des zigs et mettre des taloches à des zigs qui auraient pu être ses mouflets. Il a même fait 2 bouquins où il nous raconte sa vie pire qu'un baveux au prétoire. Alors, on va pas tortiller du cul pendant des plombs, ma gueule. Notre invité, c'est le fossoyeur, le nettoyeur, celui qui aime encore et toujours foutre la merde. Jean Gabin. Salut. Comment ça va? Ça va très bien. On évoquait, sans en parler, on évoquait Je t'emmerde, qui est un peu le premier titre qui t'a fait connaître. Mais juste avant ça, vraiment, ta toute première apparition, c'est sur Les Liaisons Dangereuses de Gynéco, où tu apparais avec un style underground, comme le tunnel sous la Manche. Sur Gianni, c'est sur Paranoia avec Rita Mitsuko. Paranoia avec Rita Mitsuko. C'était marrant. J'ai bien aimé le délire. Surtout le début. Pour moi, c'était comment dirais-je... Moi, j'aimais bien Rita Mitsuko, tu sais, Marcia Bella, là. T'es celle-là. Et en vérité, je voulais les québras, je voulais pas faire autre chose. Hein. Je dis, sérieusement, j'étais pas venu pour faire de la musique. Mais tu te dis, c'est quand même une opportunité. Et à défaut de pas la mettre dans le sac, lui et sa copine, t'es raqué pour sortir 3-4 phrases. Et tu dis, ça va, hein, c'est cher payé pour ce que c'est. Voilà, après, tu sais, dans tes esgourdes, il faut réécouter le morceau, ce que j'ai jamais fait, puisque je me prends pas pour un rappeur, tu vois ce que je veux dire. Spoken words, si on a que ça à foutre, hein, mais voilà, quoi. J'ai trouvé l'expérience gratifiante, marrante, et je me dis, si c'est à refaire, je le refais. Ouais, mais c'est ça. À partir de quel moment tu viens, on t'invite, tu viens pour autre chose, tu fais ça, finalement tu le fais, c'est marrant. Ouais. À quel moment tu te dis, tiens, je vais continuer. Au moment où je suis en tournée avec Les du Neuf un peu. Voilà, parce que c'est ça, on va parler avant. Vous aviez fait un label. Ouais. Il y avait plus ou moins Les du Neuf et Kazé dessus. Ouais, il y avait... Est-ce qu'au bout d'un moment, tu l'as fait parce que le label, ça piétinait ou... Oui, parce que le label, il piétinait. Donc je me suis dit, à un moment, on va se jeter dans le feu, et puis c'est tout. Hein. Et je me suis dit, vas-y, hein, j'acte. J'ai dit, j'ai pas de technique, donc j'allais pas me faire chier en faire pendant 6 heures. Tu sais faire de la répète, etc. Et comme j'ai dit, hein, en maths, je suis pas très fort, sauf pour les petits billets, tu vois. Donc t'as pas besoin de faire de l'arithmétique ou suivre des temps, etc., etc. Et je pense que j'ai tapé ça sur Jill et Ron Scott. Voilà, c'est le... T'as écrit Je t'emmerde sur du J. Scott Heron ? Ouais. C'est du blasphème, ça. Non, justement, c'est le Gus qui m'a... Inspiré ? Ouais, qui m'a inspiré et me dire pourquoi je me fais chier à vouloir faire alors que j'ai qu'à jacter de temps en temps. La musique, de toute façon, c'est un feeling, tu le sens, c'est du vent. Donc, à un moment, soit t'es dedans, soit t'es pas dedans, mais si t'es pas dedans, tu peux revenir en étant dessus, tu vois. T'étais le premier slammer, quoi, en fait. Non. Le slam, c'est des gus qui font... Qui ont des béquilles. Qui ont des béquilles, parce qu'ils n'arrivent pas à parler sur la musique, tu vois ce que je veux dire, voilà. Ouais, justement, on va voir ce que ça a donné. Et donc, c'est MC Jean Gabin, Je t'emmerde. Je t'emmerde et je t'emmerde. Et pour commencer, gratiner ceux qui, soi-disant, font danser. C'est ta cloche, ou bien X en nous pourrait pas becter. Te glisserait leur langue dans ta fente pour faire des mixtapes Made in France. Et quand tu vas guincher, remets tes guibolles rincées. Y a plus rien de français. Alors monsieur Lydia, la one again, change de scud. Et puis toi, tu connais l'underground, car t'es plutôt fashion. Alors action, je t'emmerde et je t'emmerde. T'emmerde, grand moment de poésie. Ouais, vraiment. Franchement... T'espérais quoi comme résultat avec ce genre de première présentation de toi ?
J'espérais pas grand-chose, en vérité. Hein. Honnêtement, je me suis dit, je vais faire un morceau, je pense qu'il va en prendre plein le derche et que ça va les surprendre. Parce que avant de faire ce morceau, j'ai dit je me rappelle, j'étais chez Joey, j'ai dit, tu sais que je vais faire du Peura. J'avais dit la même chose à Cool Chain. Tout le monde m'a dit, mais non, fais pas ça, c'est pas pour toi, laisse tomber, ce genre de truc, là, dit là. Et c'est peut-être ça, en vérité, qui m'a dit, tiens, je vais le faire parce que vous me cassez les couilles, en vérité, vous avez l'impression que moi, j'ai envie de devenir videur. C'est pourquoi ça rend mal. Parce qu'ils racontent toujours qu'ils sont mis à faire du rap parce qu'un jour, ils ont croisé Johnny Go qui leur a dit de pas faire de rap. Ah ben voilà, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, ils ont voulu refaire, voilà. Et T'as vengé Johnny Go, big up. Ouais, vu que c'est un mec du 19, hein, voilà. Non, et puis... Mais tu te doutais du résultat, du retour que tu allais avoir en proposant ça bien sûr. Tu t'attendais des réponses Non, tu savais que ça allait titiller les gens concernés, mais est-ce que tu as pensé que le morceau il allait avoir un tel impact sur le public? Ouais, intérieurement, c'est clair et net, je savais, puisque tu tapes sur les plus gros. Tu sais pas, tu vas te faire chier à faire un morceau sur 3 mecs. Là, tu mets tout le monde. Ouais, mais il paraît qu'au début, il y en avait beaucoup plus. Oui, il y en avait plus, mais après, c'est... Un morceau qui dure 45 minutes, c'est chiant. C'est chiant, tu vois, et après, tu regardes, tu dis, bon, écoute, tu tapes sur les premiers. Lui, il n'est pas assez connu. Voilà, lui, il n'est pas assez connu. Bon, lui, c'est fini. C'était une stratégie bien précise qui a été... C'est une stratégie qui n'a pas pu se faire si j'étais pas, si t'es pas l'initiateur au départ. Ah, voilà, parce que je me rappelle... toute l'équipe qui avait autour, non, c'est pas bien. Tu dis l'autre, c'est le pote à l'autre. Maurice, c'est le pote à l'autre. L'autre, c'est le pote. Je dis, moi, je les connais, mais on n'est pas des potes, quoi. On se voit. Tu sais, c'est le hip-hop. On se voyait tous dans les mêmes endroits, donc forcément, voilà. C'est ça qui est excuse-moi de te couper, mais qui est dissonant, c'est que le rap, c'est une culture de compétition. Ouais. Une culture de clash, de réponse, etc. Et t'es arrivé, pour moi, dans les règles de l'art. Ah ouais, Non, mais c'est pire que ça, même en vérité. Parce que c'est un mouvement où on parle d'unité, tout ça, alors que tout le monde dégueule sur tout le monde, en vérité. bien sûr. En coulisses. Depuis toujours, en coulisses. C'était la première fois que c'était fait pour et que c'était présenté tel quel. Et tu savais que t'allais quand même avoir une sorte de muret de défense en face. De gens qui étaient déjà dans la place et qui devaient arriver en disant « Putain, ils nous jettent des pierres, on est dans le château fort. » Ah, c'était clair et net. Il y a un moment, tu relues. J'étais avec lui hier, on buvait des coups, qu'est-ce qu'il m'a fait? Non, j'étais avec lui hier et puis je te regarde, j'ai autre chose à foutre, tu vois. Le truc, il est, il faut comprendre. Je me vois pas videur. Je suis un mec qui fait partie d'une génération qui aime pas les videurs. Parce qu'on n'allait ni au bain, ni au palace, tu restes devant, tu restes jusqu'à 4h du matin, et puis tu danses que quand ils ouvrent la porte et ils ferment la lourde. Le reste, t'es mort. Donc je me vois pas videur, c'est peut-être ce que Joey voulait que je fasse, hein. Ça c'est les problèmes à Maurice, hein. J'ai autre chose à foutre. Voilà, ma mère m'a toujours dit, le jour où t'es videur, je te crève. Voilà, je ne le ferai pas. J'ai un autre cerveau, et après tu te dis, c'est eux les champions du délire. Donc tape sur les champions, tu tapes pas sur le deuxième, tu tapes sur le premier, tu vois ce que je veux dire, voilà. Le roi est mort, vive le roi, c'est ça, c'est pas autre chose. Et je me suis dit, vu que j'étais arrivé avec Catherine Ringer et machin, donc je vais faire un truc qui soit carrément à l'opposé. Voilà, déjà sur le premier, je cherchais un blaze, j'en avais pas, donc je me suis dit, entre Alain Delon et Jean Gabin, je dis bon... Je vais prendre Jean Gabin parce que l'autre, il fait un peu trop facho, hein, même si les deux, ils étaient au même truc, hein, on s'en tape. Et je me suis dit, vas-y, hein, mets un grand coup de latte dedans. Jean Lefebvre, ça aurait pu Jean ça Lefebvre, fait c'était moins. un peu haut, tu vois ce que je veux dire. Et donc j'ai dit, je vais mettre un grand coup de latte à l'intérieur. Et en faisant ce morceau, les réactions qui sont arrivées, c'est celles que j'attendais, en fin de compte. Tu vois ce que je veux dire. Après, il y a eu d'autres réactions qui sont arrivées, mais où j'ai dit, mais les mecs, ils ont attendu quand même 4-5 piges. Vous serez arrivés... Pendant cette époque, je pense qu'il n'y aurait jamais rien eu. Je vous aurais fait sauter en l'air comme il faut, et voilà, après, t'es pas dedans parce que t'es pas un rappeur, donc tu viens vite fait, et puis t'essayes de voir d'autres horizons. Moi, le truc, le morceau, il me servait à ça. Il ne servait pas à autre chose. Tu dis que t'es pas un rappeur, et t'en parles dans ton bouquin sur la tombe de ma mère, où tu dis, on t'a traité d'opportuniste, et tu réponds, oui, mais je le suis. Et je le suis. Je me suis servi de ça pour fracasser d'autres portes. En fait. Tout à fait. Je pense que, voilà... Dans mon parcours que j'ai eu
extérieur au rap, mais qui fait partie pour moi du hip-hop. J'ai pas braqué parce que j'avais envie de devenir un voyou. J'ai braqué parce que les Américains braquaient, donc je braque comme un Américain. Tu sais, on est dans d'une génération où j'en avais marre de Johnny Hallyday. Là, il est mort, je suis désolé, mais c'est pas moi qui a chialé, je le dis toute la journée. Toute cette clique de chanteurs, c'était pas les miens. C'est les chanteurs de mes parents. Et pour moi, c'est la funk, le métal. Et, Comme ça, par contre, je dis toujours aux gens qui critiquent le rap et tout ça, regardez ce qu'on avait avant. Ouais. Faut pas oublier, on peut être tous, chacun de nous, super autocritiques avec voilà. le milieu qui est le nôtre. Mais les mecs, regardez, parce qu'en plus, vu la génération qu'on est, nous, on a connu avant la bande FM et tout ça. Ouais, bien sûr. Regardez ce qu'on se tapait comme variété française. Comme on a et la seule musique américaine, c'était le rock. Ah ouais. Parce que même le funk et la soul, pour la trouver sur la radio, fallait courir. Merci le Peura quand même. Quoi. Oui, mais moi, j'étais fatigué d'entendre du Michel Sardou, du Johnny Hallyday, du c'est pas les pires encore, ça. Voilà, Joe Dassin. Je dis toujours, regardez qui était numéro 1 top 50 en même temps. Quoi. Il y a eu licence 4. Voilà. 0. Voilà, c'était vraiment pas ma tasse de thé. Donc je me suis dit, bon, tu essayes d'aller toujours plus loin. Mais quelque part, est-ce que dans le rap, je t'emmerde, ça n'a pas été ton acte de naissance et ton acte de décès en même temps? Je savais que c'était mon décès. Ouais, je savais que c'était mon décès. Parce qu'honnêtement, ce que tu as fait après, ça n'a pas eu beaucoup d'impact. Même pour moi, honnêtement, c'était moins bien. Oui, mais largement. C'est parce après, c'est le deuxième album que j'ai fait. Le deuxième album, il a été fait parce que j'ai attendu 5 ans avant de faire le deuxième. Et je voulais plus de trop raconter mon intérieur. Pour moi, au premier album, j'ai trop donné. Ce premier album, il aurait dû être un deuxième album. Et pas au premier. Parce qu'en vérité, tu viens, t'accouches et tu crèves. Voilà, c'est ce que j'avais dit dès le départ. Donc, à un moment, tu fais de la musique à reculons. Tu vois, tu finis pas avec des pages blanches, mais t'en as plus rien à foutre, en fin de compte. Et en ayant un peu côtoyé le cinéma, c'est là, justement, que c'est là-dedans que je voulais vraiment m'épanouir. C'est dans le cinoche. Voilà. Le problème, c'est que les rôles qu'on te jette devant la pluie, c'est un peu bizarre. C'est toujours les mêmes trucs, ça te ramène pas à d'autres rôles. Ou sinon, c'est complètement à l'inverse de ce que tu veux être. Je suis acteur, pas comédien, donc je suis pas prêt à tout faire. C'est ça qu'on parlait justement avec Eros. C'est quoi les rôles pour un noir? À ce niveau-là, ouais. Voilà. Quel genre de rôle tu regrettes de ne pas avoir eu? Des rôles qui t'emmènent à faire d'autres rôles, c'est-à-dire des rôles qui sont plus expressifs, où je m'en fous d'avoir un calibre, j'ai toujours eu un calibre, donc voilà, au bout d'un moment, ça te prend et surtout que si c'est pour mettre un calibre comme ça, c'est la chose la plus débile au monde. Voilà, poum, il va tirer là-bas, voilà. Non, c'est des trucs où tu peux ressortir ta sensibilité, tu sais... Arrête, on va chier. T'es déjà resté devant un film en te disant c'est ce rôle-là que j'aurais dû avoir? À manger raté l'avion. Français ou étranger ou... À ce niveau-là, est-ce que Braqueur te parle? Parce que là, c'est à l'encontre de ce que tu viens d'expliquer. Tu voulais pas avoir le rôle de braqueur. Braqueur, absolument pas. Moi, après, c'est la vision d'un Gus qui a peut-être jamais été dedans et qui est en train de te raconter un truc comme s'il est en train de regarder un film de John Woo. Ça te fait pas fantasmer d'avoir un rôle là-dedans? Non, ça me fait pas fantasmer. Je vais te dire, honnêtement, tu vois The Wire, quel est le meilleur rôle dedans? Omar. Snoop. Omar. Mais c'est déjà, Eros a déjà le rôle d'Omar. Ouais, enfin, pour nous, en tout cas. Voilà, tu peux l'avoir. On ne peut pas y avoir Sauf deux Omar. que, bon, Il y a plein de bons rôles. Pour moi, c'est le meilleur qu'il y a là-dedans. Je connais beaucoup de Gus. Qui ressemble à Omar. J'en connais beaucoup qui ressemblent à Omar. Voilà, réellement, voilà. Après, t'as des rôles où tu veux pas être le super-héros. T'en as rien à foutre. Même avoir le 4e rôle, ça me gêne pas. Mais au moins, il faut que le rôle, il me parle, il puisse me faire autre chose. Si tu arrives dans Banlieue 13, t'es à moitié à poil, le jour d'après, t'es scarifié, le truc derrière, t'es en train de courir dans la brousse, tu sais que Renoir, tu vas pas faire grand-chose. Hein. Et après, les trucs de Condé, c'est Condé, je veux bien, si c'est Luther. Tu vois ce que je veux dire? Mais si c'est Condé comme deux super flics, oui, c'est bon. Mais là, par exemple, tu joues dans une série qui s'appelle Access, ouais. avec Princesse Erika et Mohamed Silla. Ouais, Ahmed Silla. Ahmed Silla, pardon. Ouais, et là, tu as un rôle différent. Tu joues un daron. Ouais.
daron Ouais, du bled, un daron. Quoi. Ouais, un daron. Et, pas un daron du bled. Ouais, un daron. Un travailleur. Voilà. T'es vraiment un charbonneur et tout. Ben, j'étais content de faire le rôle, puisque c'est à l'opposé de ce que je fais généralement, donc ça me faisait pas chier. Est-ce que ça t'a demandé un travail particulier? Non. Non. Parce que tu es assez, justement, avec le personnage que tu as créé et qui est toi, en fin de compte. Ouais. Cette gouaille, machin, cette façon de parler comme dans des films de gangsters, etc. Est-ce Ouais. que, justement, de fait, tu te mets pas, toi, dans un créneau où on dit, bon, lui, il est calibré pour faire, à la limite, faire que ça. Voilà, le flic de Belleville ou bien le gangster? La chose, elle est... est-ce que le cinéma français... Tu sais, généralement, quand tu prends un Gus qui joue, si tu as le scénariste qui est vraiment à la bonne avec son acteur, il peut lui faire des choses. Maintenant, si tu as des mecs qui sont dès le départ, ouais, lui c'est ça, lui c'est ça, lui c'est ça, t'es mort. Tu sais, t'es en France, hein, je veux bien que de temps en temps, les Renois, aujourd'hui, on en voit, mais t'en vois qu'un. Et voilà. Le truc, c'est pas ça. C'est si tu te bases sur l'Angleterre ou si tu te bases sur les États-Unis, t'as une diversité de rôles pour les Renois. Dès que t'es en France, hein, soi-disant le pays des ce que vous voulez, y a rien, c'est toujours la même chose. T'es cantonné à la même chose. Soit t'es un flic qui sert pas à grand-chose de toute façon, ou soit t'es quelqu'un qui va se sacrifier pour je ne sais pas, du moins qui va se sacrifier toujours pour la même cause. Soit aider les gens, soit aider la même chose. Pour moi, je te le dis, ça reste... Ça reste entre nous. Ouais, voilà, ça reste entre nous. T'es un bon serviteur, Miss Daisy et compagnie, quoi, voilà. Et c'est ce qui me désole un peu. Que voilà, on est en 2000 et des poussières, qu'il faudrait peut-être que les mecs... Et c'est comme les rôles de braqueur. Tu sais, comme tu as un rôle de braqueur, généralement, le Renoir, il a un rôle subalterne. Mais alors, réellement subalterne. Soit il est toujours en train de vendre de la dope. Il fait le vigile de la banque. Voilà. soit il est vigile de la banque, ou sinon, il vend de la dope. Il y a toujours ses enfants qui se baladent. Dans tous les autres, il n'y a jamais leurs enfants qui se baladent avec la meuca. Ça veut dire que le Renoir, c'est le dernier des derniers des derniers. Qui va mourir en premier, par contre. En France, oui, il meurt assez vite. Aux États-Unis, ils ont compris que, bon, t'es mort. On te fera mourir en avant-dernier maintenant. On va échelonner. Voilà. T'as l'impression que c'est Huggy les bons tuyaux tout le temps. Et cette position victimaire, enfin... C'est pas victimaire, c'est... Si vous allez voir en banlieu, vous verrez qu'il y a aussi des Renois qui font des études, qui sont avocats. Ah oui, non, mais là, on parlait de films de gangsters, on parlait pas Oui, mais... si on parle bien sûr, il faut qu'il y ait des Renois qui soient médecins ou qui soient ce qu'ils veulent, tu vois ce que je veux dire. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et pas que tu sois avocat commis d'office à Bobigny. Non, ça, c'est pas bon, parce que généralement, tu sais, quand tu mets deux noirs au prétoire, l'avocat et l'autre, c'est deux qui ont... Les deux sautent. Les deux sautent. Okay. Voilà, c'est pas... Tout à l'heure, on voyait la pochette de ton premier album, avec les posters au mur. Ouais. Et donc, comme c'est un album de rap, on va te mettre ta musique préférée, on va te mettre AC/DC. Ah, voilà, ça, c'est... Bon Scott. Get Busy, saison 2, épisode 2, décidément basé sous le signe de la grande poésie. J'en parlais tout à l'heure quand j'ai fait ton portrait. Tu as aussi fait 2 bouquins. Tu as publié Sur la tombe de ma mère en 2013 et À l'Est en 2015. Tu es un petit peu, comme je le disais, réputé pour tes histoires et tout ça. Quand est-ce que ça t'est venu l'idée de dire tout ça, je vais le coucher avec mon style? Avant de faire de la zik. Avant de faire de la zik, je pense que c'est la première chose que j'avais envie de faire, c'était de faire une grande lettre. Un grand papyrus, comme si tu sors du trou, tu sors du newf et tu racontes toute ta life, parce que tu te dis peut-être que je vais casser ma pipe encore un peu plus rapidement que je le pense. Et puis en fin de compte, ça ne s'est pas passé comme ça, heureusement. Voilà. Donc je me suis dit, faut essayer d'écrire. Voilà. Puis le jour où c'est arrivé, tu dis ouais, youpla boum. Et c'est pas que tu regrettes. Parce que j'ai parlé de ma mère, tout ça. J'aime pas trop parler de ma daronne. Je veux dire, même si ça s'est passé il y a 42 ans, pour moi, c'est comme si ça s'est passé hier. Tu vois, je ne fais pas le deuil, c'est pour ça que je vais voir un psychologue. Je ne fais pas le deuil de la mort de ma mère, par contre, je fais le deuil de tout le monde. À part ma mère et mon frangin, j'ai un peu de mal, mais plus ma mère qu'autre chose. Donc, ce qui fait que j'ai beaucoup de colère en moi. C'est de là. Voilà. J'essaye de gérer ma colère à cause de ça. Parce que je ne comprends pas. Comme je te parle des féminicides que j'entends à gauche, à droite,
temps en temps, je leur dis, parce qu'il y a beaucoup de meufs qui te disent c'est comme ça que tu parles à une femme, je dis ferme ta gueule, mon père il a buté ma daronne et ça me fout en run toute la journée. Jusqu'à maintenant, ça me fout en run. Je ne comprends pas la chose, tu vois. Jusqu'à maintenant, j'essaye de me trouver j'essaye de lui trouver des circonstances. Il n'y a pas de circonstances, voilà. Il n'y a pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre, donc voilà, tu sais, ça, c'est comme Lettre à mes fleurs ou À nos chers disparus. C'est les morceaux qui me cassent le plus les couilles, tu vois, désolé, hein, mais... Et ces bouquins-là, Parce que par exemple, quand tu fais Je t'emmerde, excuse-moi, t'es dans ton personnage de casse-couille. Ouais. Mais là, c'est tes tripes que tu mets. Ah oui, bien sûr. Là, c'est autre chose. Ouais, mais là, c'est... Tu sais, t'en tu peux pas mentir, tu peux pas surenchérir. Ah non, tu n'es pas là pour justement, t'es là... C'est là où tu te dis, putain, merde, tu sais, moi, ma réalité, c'est celle-là, hein, c'est d'être dans une frustration avec ceci. J'ai pas, moi, ma mère, mon père, il me l'a enlevé, j'avais 10 piges. Hein. Surtout que ça change. Bon, tout ce qui s'est arrivé dans ta vie, Ouais. ta vie de voyou qui est devenue après, c'est lié à ça. Ouais. Et toi-même, tu dis, j'avais vu dans l'interview, tu dis que toi, ton destin, parce qu'a priori, tu es bonne famille, de base, et toi, normalement, tu aurais dû être le Renoir en costume avec son attaché-caisse. Bien sûr, j'aurais dû être un Renoir, attaché-caisse, etc., puisque mes parents, c'est des lettrés. Et t'as le niveau. Tu sais, mes parents, c'est des lettrés, tu vois, donc j'aurais dû faire ceci ou cela, mais après, le problème, c'est que tu pousses dans la révolte. Je veux dire, moi, je leur dis... je veux pas être qualifié de poète ou de révolté, je sais c'est quoi. Les révoltés qu'on a eus dans la musique, on sait jamais. Ils voulaient tous rentrer dans la machine. Les poètes, soi-disant, ils voulaient tous rentrer dans la machine. C'est pas un rôle que tu prends, c'est ta nature qui est comme ça. Et c'est pas t'es aigri. T'as une colère en toi. Cette colère, elle sort de cet assassinat. Parce que pour moi, c'est pas un accident, c'est pas un incident, c'est un assassinat. Voilà, et à partir de là, ça te fout les boules. Je t'avais interviewé il y a plusieurs années. C'était à l'époque de Je t'emmerde. Ouais. Tu me disais que tu avais une fille, mais que quand tu revenais de tes histoires, du placard, de tout ça, tu la connaissais pas trop. Ouais. Machin. Maintenant, tu vois, je pense on peut le dire, peut-être daron une deuxième fois. Et là, c'est plus la même chose aujourd'hui. Non, là, t'es un peu apaisé sans être apaisé. C'est ça que je voulais en venir. Aujourd'hui, par exemple, tu disais, j'ai fait les trucs en pensant que je pouvais me faire canner demain. Ouais. T'es plus dans cet état d'esprit aujourd'hui. Non, je suis plus dans... Tu peux quand même avoir un œil sur l'avenir et espérer des choses. T'espères toujours. Aujourd'hui, si tu fais une progéniture, tu voudrais bien accompagner ta progéniture jusqu'à la fin. Tu vois ce que je veux dire surtout, dès que ta progéniture elle est 4-5 piges, t'espères juste une chose, Natchaf de Paris, pour que tu puisses élever ton enfant sans qu'il soit un peu trop taré. C'est ça dont tu as envie ? Ouais, surtout. Je l'ai dit dès le départ. Après, c'est la quête du bonheur. La quête du bonheur, c'est quoi ? Toi, tu devrais vivre à la Cambrousse ? Ouais, je me verrais bien. La Cambrousse que tu as tout fait pour fuir quand il Ah oui, bien sûr. Mais c'est justement parce que tu voulais pas y être. Je déteste la montagne, tout ça, parce que, j'étais dans un endroit où j'avais pas envie d'y être. Tu sors de Paname, on te balance à 600 bornes, on te parle d'Albertville, qu'est-ce que j'en ai à foutre, tu vois ce que je veux dire ? Maintenant, je vois la chose à l'envers. Aujourd'hui, je fais du canoë-kayak, alors qu'avant, tu me mettais dans un kayak, la première chose que je voulais faire, on va esquimoter, parce que c'est tout. C'était braquer le kayak ou braquer les poiscailles, tu vois ? Non, aujourd'hui, tu apprends un peu plus à apprécier les choses. C'est-à-dire que dans 20 ans, on va te retrouver avec un chapeau de paille, des bottes en caoutchouc et une gita de maïs ? Non. Marly Gaumont. Non plus, voilà. Mais t'apprends après à apprécier les choses. Plus aller à 100 à l'heure pour rien, ou... ça me ferait chier quand même de pondre un merdeux et de le laisser dans la cambrousse et qui commence à parler avec des wesh, des machins, des si, ça va me casser les burnes. J'ai dit, tu veux être moi en bis ou c'est quoi le délire ? Voilà, aujourd'hui, j'apprends à apprécier les choses. Voilà, j'essaye de sourire un peu plus. Les bouquins ont aidé à ça ? Ce recul Il y a les bouquins, il y a ma gonzesse, il y a le changement d'environnement aussi qui fait que... où t'es pas là à vouloir prouver quoi que ce soit. De toute façon, je prouve rien du tout. Et aujourd'hui, quand je vais dans la rue, je suis un tonton. Moi, ça m'éclate. Tonton, alors, ça va, toujours bien ? Je suis mort de rire.
Mais t'as un tonton qui récemment veut refaire de la bagarre avec Booba. C'est pas de la bagarre. À 1,5 million, je prends tout un commissariat, je vous dis direct. Ouais, mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Ouais, je vous le dis, moi. que quand t'as fait de la lutte, tu t'es rendu compte que tu pouvais avoir le cul ou les couilles de sur la tête. Imagine, tu te retrouves avec les couilles de Booba sur la tête dans l'octogone. Pour 1 million, il est prêt. Pour 1,5 million, je te dis, on y va. Non, mais tirer vraiment. C'est pas une pique. Tu sais que ça se fera jamais. Non, écoute, il y a... Alors, je vais mettre le truc comme il faut. Il y a 10 piges, il y a Bobo Lorsi qui est venu me voir, qui avait demandé ceci à Booba, qui avait demandé ça à tout le monde. La seule personne qui a dit « OK », c'était, si je me rappelle bien, Kamel l'Ancien, parce qu'il avait l'habitude de se rouler par terre, etc., etc. Mais moi, j'ai dit en deux choses. Je fais du crave, vous avez l'habitude de vous rouler par terre, on fait tout, on n'a pas besoin de coquilles. Il n'y a pas de problème, Là, il y a eu un truc où, voilà, il n'y a pas de problème. Moi, je vais te taper dans les burnes 2 fois, ne pas me faire chier avec toi pendant 6 heures. Maintenant, si c'est pour un truc, c'est l'UFC, machin chouette, etc., j'ai fait de la lutte, j'ai fait de l'anglaise, j'ai les pieds, j'ai pas d'animosité envers le raclo. Mais vu qu'en ce moment, c'est l'UFC, etc., l'octogone, viens, on va dedans. Je te rentre dedans, je te fais montrer quelle heure elle est, et l'histoire, elle est bonne. Je perds, je prends 500 000, hein, c'est toujours pour mon merdeux. Je gagne, je prends 1,5 million. Là, c'est plus pour mon merdeux, c'est pour moi et tout le monde. Hein ? C'est chaud pour toi si tu perds. Non, j'ai fait les combats, donc perdre, gagner, c'est pas un problème. Là, c'est là, en plus, c'est cadré, donc voilà. Bon, en vérité, t'en as rien à foutre. Ah si. Oh bah attends, putain. Attends. Une dernière fois. Parce que là, les gens, ils vont se dire, bon, ça y est, il revient, il essaie de faire à nouveau du buzz sur Booba, ou machin. Il prend le truc à la volée pour rebondir et pas... non, moi, je vais te dire ce qui m'a gavé, c'est... Pendant 2 piges, à chaque fois que je faisais l'émission, on venait me parler des deux là. Alors, Caris, Booba, ils vont se friter ? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Est-ce que je suis venu pour ça ? Non, je suis venu pour autre chose. Là, pendant 2 piges... C'est pas tout le monde qui t'a demandé ça, c'est tonton Marcel. Non, je te dis, je suis parti faire des émissions pour mon bouquin, on me parlait de ci, on me parlait de ça. Je dis, mais c'est quoi le délire ? Et là, au moment où tout le monde t'en parle, où moi j'étais le premier à dire « Mais vous croyez qu'ils vont aller en Suisse ?» En Suisse, déjà, ils n'acceptent pas les Lyonnais. Alors vous pensez qu'ils vont accepter les Parisiens ? Vous êtes malade ou quoi ? Donc le problème, il dit « Mais ça, c'est la sécurité intérieure de la Suisse, si jamais ils ramènent tous les... » En plus, là, t'es toute la France qui vient. « Ah, on va vous niquer les mentales, c'est fait pour faire des trous. Allez hop, bim, c'est mort. » Donc, laisse tomber. Là, tu te dis « Écoute, je peux te mettre 2-3 coups de coude, 2-3 petits trucs, là, vite fait. On peut tout faire, c'est-à-dire dans le bon droit. Alors, je peux t'étrangler, je peux te mettre des bons coups de genoux comme il faut, il n'y a pas de problème. Et puis, pour la moitié des gus qui ont l'impression que je fais de la musculation toute la journée, je préfère leur dire j'ai toujours pas une hanche en plastique, hein, voilà. Parce que j'aime le sport. Ouais, j'aime le sport. Si je fais des tractions, c'est pas parce que les tractions, ça me fait bander. Justement, parlons de ça. Toi qui es champion de street yoga. C'est vrai. C'est vrai. Non, moi, je voulais revenir, justement, on était parti sur ton livre et tu parlais de bagarre. Il y avait une bagarre autour de ton premier livre, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui avait travaillé avec toi sur l'écriture de ce livre et qui n'a pas été crédité. Ouais, ça a été... Excuse-moi, il y a eu aussi un peu la même polémique avec Les du Neuf sur ton premier album. Le truc, il est simple. À partir du moment où tu es avec des gus, j'étais avec Les du Neuf quand ils faisaient leur premier album, pareil, quand ils étaient avec La Funky Family, etc. J'étais avec eux quand ils faisaient leur tournée, là, un peu à Lyon, un peu dans le sud, etc. Donc forcément, on a tous écrit ensemble. Que ça soit dans leur truc, dans le mien, on était tous ensemble 24 heures sur 24. Et je peux dire sérieusement qu'on était 20 heures sur 24 ensemble. Vous étiez dans le même label. Dans le même label. Mais il n'y avait pas que le label. Il y avait une complicité entre poteaux, voilà. Après, quand tu arrives à la fin et puis tu vois que leur album, il n'a pas schéma, donc forcément, tu sais qu'il y a quelqu'un qui va arriver, qui va dire « Ouais, j'ai écrit ci, j'ai écrit ça, j'ai écrit ça. » Mais la même personne qui a dit ça, c'est elle qui a appris à chanter à Booba, c'est elle qui a appris à chanter à tout le monde, etc., etc. Et en fin de compte, tu regardes, tu dis « Toi, t'es où ? Nulle part. Il est où ? Là-haut. Donc arrête de me casser les couilles pendant 20 buts. » Voilà, c'est toujours... Je dis, il ne faut pas être aigri ou quoi que ce soit. Pareil pour le bouquin. Le problème, c'est qu'il y a eu 3 interprétations dans le bouquin, c'est-à-dire moi, Julien, Maurice. Quand tu signes un paplard avec des gus, en plus, j'en avais rien à foutre, hein, je fumais mes joints toute la journée. Juste on rappelle pour les gens qui ne connaissent pas Maurice, c'était ton associé. Ouais, voilà, mais associé, poteau, aujourd'hui, voilà. C'est que
tu regardes pas les paplards, tu jacques, tu dis ton truc et t'oublies qu'en vérité, ça va sur l'ordi de l'autre. C'est pas ton ordi, c'est l'ordi à l'autre qui va. Donc tout ce que toi tu vas dire, tu l'auras dans le derche. Et à un moment, heureusement, j'ai sauté des trucs parce que il y a un moment, il a fallu que je m'occupe de mes affaires. C'est mon histoire, c'est pas ton histoire. Je dis, je veux bien que tu me racontes que t'es écrit. Je dis, je veux bien que t'aies écrit, mais t'as écrit comment? C'est ma gouaille, c'est pas la tienne, déjà pour commencer. Après, l'erreur, c'est d'avoir jacté sur un ordi qui n'est pas à toi. Ce qui fait que t'as pas la... Concrètement, c'est ça. T'as raconté, il a retranscrit. Non, j'ai écrit, il a écrit, et j'ai retranscrit. Okay. Tu vois, c'est le truc, c'est pas... quand tu vois le deuxième bouquin, où il y a un peu plus d'argot que le premier, volontairement, parce qu'à un moment, j'ai dit, bon, on va se démarquer de tout ça, parce que sinon, ça va me faire chier. Trop, je trouve. Trop de recherche d'argot dans le deuxième. C'est pas qu'il y a eu trop de recherche d'argot, c'est que la vitesse du premier et du deuxième, le deuxième, il est plus rapide que le premier. Parce que sur moins d'années. Oui, bien sûr. Le deuxième, il est plus rapide que le premier, parce que le deuxième, c'est une courte période. Voilà, c'est une courte période, donc ça va super vite. Une courte période, mais quand même un bon tourbillon d'emmerde, quand même. Ben, bien sûr, tu veux pas être... pour ceux qui ont connu Sao, Graffiti. Oui, BBC. Ouais, voilà, BBC. J1, pareil. John One aussi. Quand j'étais à Berlin, j'étais souvent avec des ricains. Et les ricains ont toujours voulu montrer qu'ils étaient beaucoup plus chauds que moi, etc. Et je leur ai montré un jour que j'étais bien plus chaud qu'eux. Et vu que c'est pas ma crèche, j'aurais allumé tout le monde sans jamais savoir quelle heure il était ou pas. Et la première personne que je regardais dans cette histoire de mec qui fout la merde, c'est le vrai 50 Cent, celui que tu as sur Paid in Full. Voilà. J'ai voulu faire ce qu'il a fait. Donc, j'allais pas m'arrêter dans un coin et rester là tranquillement à regarder Gazelkirche ou je sais pas quoi. Non, j'ai dit je vais vivre ma vie à fond. Et si je dois crever pendant cette période, j'aurais vécu ma vie à fond, sans avoir de remords, etc., etc. Au moins, ce tourbillon d'emmerde, ça t'a permis d'apprendre l'anglais, l'allemand, le turc. Bah oui, c'était bien. C'était un bon melting pot. Mais autant sur la Alors, fin. t'aurais pu revenir et travailler comme traducteur aux Nations Unies. Pas mal, mais je crois qu'avec le casier, il m'aurait pas laissé. Autant à la fin du premier, ça aurait pu s'arrêter là, à la fin de Sur la tombe de ma mère. Autant à la fin de À l'Est, on sent que ça nous amène vers quelque chose. Il va forcément y avoir un volume 3. Quand, je ne sais pas, mais... Ou alors, c'est arrêté dans les tuyaux ou quelque chose. Mais ça impose une suite. C'est arrêté dans les tuyaux. J'avais l'intention de faire The Vishu Sharks. Voilà. Parce que pour moi, c'est quand même... Requin Vicieux, c'est une grosse époque. Et comme je le redis, Requin Vicieux, c'est 2 époques. C'est 2 périodes. Pareil, pour les gens qui ne savent pas, Requin Vicieux, voilà, c'est d'abord un groupe de danse à la base. C'est un groupe de danse qui est devenu, entre guillemets, une bande voilà. Le truc, avec beaucoup de légendes urbaines autour. Voilà. On a fait... je mets toujours « on » parce que tu ne peux pas te dissocier non plus, même si tu peux te dissocier. On a fait en sorte que on soit plus tous cantonnés à la même connerie. C'est-à-dire, avant, les Renois, c'était tous des rockers. Petite banane, machin, Johnny Go, rockabilly, etc., etc. Et nous, on n'était pas là-dedans. Nous, on était une autre petite... On était, voilà, tu vois le film Warriors? Oui. Voilà. On est ceux qui traversent tout le bordel. C'est ceux-là. C'est vous qui avez tué Cyrus, non? Oui, tout à fait. Voilà. Voilà, c'était ça. C'est comme si tu regardes Beat Street. Nous, on est les Rockers. Voilà. On va s'écouter donc Public Enemy avec Fight the Power. Bien la bonne époque. Et Heroes va nous quitter et Free Worker va rentrer. Salut, Magic Free Worker. Enfant des favelas, devenu numéro 1 dans le cœur des Français. Il nous a rejoint pour cette dernière partie où on va parler de chroniques, de livres, de disques, etc. Free Worker. Messieurs, bonjour. Bonjour. Gabin. Ça va? Tu veux commencer peut-être? Ouais, tout à l'heure, tu as évoqué un 3e bouquin éventuel qui traiterait de l'épopée Requin Vicieux, l'épopée des bandes au Forge.
Et là, justement, il y a un bouquin qui est sorti sur un autre membre des requins vicieux, des Rude Lion. Il s'appelle Le Rugissant. Et donc, c'est un bouquin qui relate la vie de Marc avec Rude Lion. Donc voilà, donc a priori, bon, déjà, peut-être tu peux placer le personnage un peu, ou je le fais, c'est comme tu veux. Marc, c'était quelqu'un, on s'est connus, on avait quoi, 15, 16, 17 berges. Et c'est le début du hip-hop, donc voilà, tout le monde, lui c'est Saint-Denis, voilà, moi c'est Paris plutôt. C'était Vitry, lui. Ouais, Vitry. Ouais. Mais on se voyait tous à Saint-Denis, voilà. Et c'était... voilà, c'était quelqu'un de bien, c'était déjà un musicien avant toute chose. Il avait la zig, lui et Ludo, ils avaient la zig dans... il savait jouer de la gratte, etc., etc. Donc, voilà, après, il a eu une vie de fouteur de merde, alias voyou, voilà, mais... C'est le hip-hop, c'est ça, en fin de compte. Hein. Beaucoup de gens oublient. Bah là, le bouquin raconte un peu tout ça, son tiraillement entre la musique, ses escapades dans le banditisme. Voilà, tout ça. Alors, le problème que j'ai avec ça, alors d'après ce que j'ai entendu dire, c'est assez fidèle réellement aux événements, tout ça, mais au niveau du style, c'est un peu pénible à lire, quoi, honnêtement. Il y a un peu trop de fascination pour le personnage. Alors déjà, le problème, c'est que c'est une bio et il en a fait un roman. Et le mec, il s'écoute un peu écrire, malheureusement. Alors que le fond est vachement intéressant. Ouais, tu sens qu'il y a eu des recherches, des rencontres, etc. Ouais, quand même. alors, faudra essayer d'aller plus loin que la forme, mais c'est vrai que la forme, elle est un peu fatigante par moment. Quoi, voilà. Okay. Mais si vous voulez en apprendre plus sur Marc Gillas, voilà. Il y a des anecdotes assez hallucinantes quand même. On croise un petit peu, on croise des gens, on croise Tonton David, on croise Daddy Naughty. Ouais, de toute façon, c'est comme lui, c'est une époque, c'est tout ça. Et tu croises c'était plus un reggae man. C'était plus un mec qui était dans le reggae, tu vois, qui adore le reggae. T'es Sai, bon, même s'il a coupé les cheveux. Déjà, il avait des locks. Tout au départ, il avait une crête avec des locks. Voilà, lui, c'était le reggae. Alors, pour se donner vraiment un bon aperçu de ce que peut être le style Rude Lion, écoutez l'album de Big Redemption, il a fait des prods dessus qui sont vraiment mortels. Ouais, c'est normal. En parlant de prod, on va continuer en musique. Alors, je vais vous parler d'un artiste qui s'appelle Cyr. Alors, on va l'appeler Cyr ou Sir pour ne pas confondre avec notre PDG, DRH et représentant syndical, Sher. Mais Cyr, c'est un artiste qui s'est fait connaître dans un premier temps, il y a un peu plus de 2 ans, comme auteur avec succès, puisqu'il a écrit pour des Robert Glasper, il a écrit pour des Stevie Wonder, des J-Rock, et surtout, il a beaucoup écrit pour Kendrick Lamar. Et puis, il y a 2 ans, voilà, il a un peu sorti la tête de l'eau et il a commencé à à interpréter en tout cas ses prods, et il a été signé tout naturellement sur Top Dog Entertainment, qui est le label de Kendrick Lamar, et il a sorti récemment, c'était à la fin de l'été, un album qui s'intitule Chasing Summer, et c'est plutôt intéressant parce que sa musique, elle est très symptomatique en fait de cette scène de Los Angeles, R&B en fait, qui est incarnée notamment par Steve Lacy du groupe The Internet. C'est une musique un petit peu nonchalante, légère et parfois désenchantée. C'est assez intéressant. Et dans cet album Chasing Summer, la thématique... Bien sur Arte. c'est la thématique, c'est la vie en fait d'un alter ego un peu queutard, une sorte de braqueur quelque part de l'amour, celui qui... Braqueur de l'amour. Le braqueur de l'amour, ça va alors. Celui, j'en connais, moi, les braqueurs de l'amour. Mais celui qui couche avec vous, qui vous rappelle pas. Braqueur de l'amour. Celui qui couche avec vous et qui vous rappelle pas. Hein, suivez mon regard. Excuse-moi, j'ai oublié de te rappeler. Je suis fier d'avoir ton love. Celui qui te l'a fait à l'envers, une sorte de braqueur justement de l'amour. C'est vraiment bien et il faut se l'écouter. Et c'est une sélection. On de le passer s'il nous reste grosse. Voilà. Un gros bouquin, Rocking Squat, chronique d'une formule annoncée. Squat a ouvert ses archives de photos essentiellement, qui retracent en fait tout son parcours dans le hip-hop. Alors c'est ce genre de photos. On a une super belle iconographie qui nous ressort des cassettes. Il y a Solo. Il y a Solo, ouais. Oh, ouais. Qui nous ressort, il y a Mode aussi, qui nous ressort des cassettes, des beepers, les francs, les choses comme ça. Alors voilà, c'est des photos d'archives. Là, on a Cool Chain avec un chapeau de gondolier vénitien en cuir, pas mal. C'est bien le portugais, lui, c'est vrai.
Donc voilà, donc c'est 30 ans dévoués au rap avec quelques photos perso, etc. C'est en 2 parties en fait. Il y a vraiment une première partie jusqu'à l'homicide volontaire qui est très très intéressant parce que c'est vraiment des photos, vas-y tu peux, prises sur le vif, des trucs ressortis des placards et tout ça, qui documentent une époque. Après, il y a une période où c'est vraiment de la photo plus pro et tout ça que je trouve moins intéressante parce que les photos sont plus déjà vues. Ouais. Alors c'est pas vraiment une bio, ça c'est une bio en photo. Il y a des textes. Par contre voilà, au niveau des textes, je trouve que des fois on a un petit peu des poussées d'égocentrisme. Par exemple, Solo il est évoqué, Clyde il fait une apparition. Doctorel, Madge n'est même pas cité nommément. Alors par contre Doctorel est bien remis à sa place comme étant quelqu'un qui a vraiment contribué à faire du super boulot sur l'homicide volontaire. Voilà. N'en reste pas moins un bon livre de photos, quand même un beau bouquin avec un sacré taf. Et puisqu'on parle de Doctorel, ce passage de plat aussi lumineux qu'une passe de Zico pour Carreca, on retrouve Doctorel sur Bantou Mental, un projet qu'il a fait avec Cubain Cabella, entre autres. C'est difficile à... Putain, j'aurais dû ramener mon... Non, mais difficile à expliquer parce que c'est une sorte d'Afrique psychédélique, afro-rock et punk. Voilà, c'est visiblement pas le genre de disque qu'on mettra pour un goûter d'anniversaire ou même pour mettre l'ambiance chez soi. C'est un peu dur à appréhender, mais c'est vachement audacieux. Ça s'appelle Bantou Mental. Voilà. Et puisqu'on parlait de Solo, et donc il y a un livre qui est sorti sur le break. qui était bon. Voilà, sur le break, qui raconte. C'est une bande dessinée en fait, et qui raconte les histoires, les débuts du hip-hop. Ah, je croyais que c'était sur les voitures break, la BX, etc. C'est ça, je ne comprenais pas. Donc sur le. Je vous montre. Voilà. En bande dessinée. Ah ouais, il y a la chapelle, tout ça. Bien dessiné. Non, c'est dans le Bronx. Ah, ok. Ça raconte dans le Bronx. Le Bronx donc, de la chapelle. Exactement. La chapelle dans le Bronx. Ben moi, j'ai écrit un biopic aussi. C'est une fille. Alors là, un livre de merde. Ouais, j'ai écrit un biopic aussi. Et on rappelle toujours donc le premier livre de MC Jean Gabin, sur la tombe de ma mère. Voilà. Et la suite à l'Est. La suite à l'Est, et là, Est-ce que le troisième sortira, alors, finalement avant que le troisième y sorte, là, j'ai fait mon biopic, là, je cherche des producteurs et réalisateurs. Salut les gars. Donc le film de ta vie Ouais, le film de ma vie, voilà. Donc ouais, c'est un mix de tes 2 bouquins C'est un mix des 2 bouquins, et il y a des trucs encore qu'il n'y a ni dans le premier ni dans le deuxième. Voilà, donc... Est-ce que tu fais un casting pour ouvrir ton rôle Tu vas le jouer toi-même? Non, je ne jouerai pas dedans. Je ne veux pas jouer dedans. Si dans ton biopic, tu racontes que petit, tu regardais Goldorak, il peut jouer Rigel. Non, mais voilà, parce que je continue à écrire toujours des scénarios, pilotes, parce qu'il faut essayer de becter, tu vois. Mon biopic me tient à cœur, donc voilà, là, je suis en train de prospecter un peu à gauche, à droite. C'est un peu difficile parce que, bon, il faut être un auteur, etc., etc. Mais je leur ai dit, je suis déjà auteur, donc après, c'est encore un autre problème. Donc, je cherche un producteur, réal, Mouloud, si tu m'entends. Ah, ok. Il t'entend, il est dans son bureau avec 26 caméras, il regarde tout ce qui se passe. Je retire tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Trop tard. On va se dire au revoir. Ouais, voilà. C'était Get Busy Show, saison 2, épisode 2, avec notre invité Gabin. Merci de m'avoir invité. Hein. Avec l'enfant star Free Worker. Merci beaucoup pour ces 5 minutes. Avec le grand stratège Herrscher. Lui-même. Avec Eros, qui a disparu, mais qui est encore là. On salue évidemment David, l'agent perdu. Fresh News, l'agent derrière les lignes ennemies. Calzone, l'agent VHS. On se retrouve le mois prochain, mais en attendant, ne nous suicidons pas. On a encore des gens à décevoir. Et on va se quitter avec le clip de Free Worker, donc Sire. No reason, no rhyme, no speaking our mind, no war. That isn't what we came for. I never